Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Élection du 9 février au Cameroun, la campagne bat son plein, notamment dans la région du littoral où 23 formations politiques sont en lice pour le scrutin municipal du 9 février. Les partis d'opposition y sont minoritaires. Des millions de Zimbabwéens sont en détresse alimentaire. Une aide d'urgence est nécessaire. La situation est critique. De son côté, le gouvernement refuse de parler d'un risque de famine. Le monde est chaud, la nouvelle pépite reggae de Tiken Jah Fakoly, reprise par tous lors du concert au Mali, du chanteur de reggae ivoirien, toujours aussi engagé auprès de la jeunesse africaine. Mais d'abord, ces déclarations de l'ancien président de la Centrafrique lors de sa première rencontre avec la presse depuis qu'il a regagné son pays à la mi-décembre. François Bozizé a déclaré, je cite, « Rien ne m'empêche d'être candidat, rien ne m'empêche selon les textes officiels, cela dépend de mon parti ». Fin de citation, une prise de parole qui intervient quelques jours après sa rencontre avec le chef de l'État Faustin Archange Touadéra et à quelques mois de l'élection présidentielle. François Bozizé, l'ancien président, renversé en 2013, est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour crimes contre l'humanité et incitation au génocide pour son rôle dans la crise centrafricaine de 2013. Les Camerounais sont attendus aux urnes le 9 février pour les élections, notamment municipales sur place. La campagne qui a officiellement démarré le 25 janvier se poursuit notamment dans la région du littoral où 23 partis appartenant surtout à la mouvance présidentielle sont en lice pour ces élections municipales. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Thierry Ndassa. 14 partis politiques d'opposition se sont lancés dans la course aux législatives dans la région du littoral. De même, 22 partis, toujours de l'opposition, se sont engagés aux élections municipales. Une opposition présente en nombre certes, mais qui peine à s'implanter dans toutes les circonscriptions électorales. Un défaut qui fait bien les affaires du parti au pouvoir. Au moment où nous parlons, à cause des faiblesses structurelles des partis de l'opposition, il y a 17 circonscriptions sur les 85. Où aucun parti de l'opposition n'a mis une candidature. Il y en a 17. Et les 17 circonscriptions-là ont au total 35 sièges à l'Assemblée. Moralité, au moment où vous êtes en train de me faire cette interview, le RDPC a déjà engrangé 35 sièges de députés, alors que l'élection n'a même pas encore eu lieu, du fait de l'absence de candidature de l'opposition face aux 35 députés du RDPC-là. Dans le cadre des élections municipales, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais assure une couverture de 100% dans les 34 circonscriptions électorales du littoral. Dans 5 circonscriptions de la région, seul le RDPC y a présenté des listes. Une opposition qui s'affaiblit de plus en plus malgré sa prolifération sur la scène politique. Donc nous allons nous battre d'abord les uns contre les autres. On va même oublier que c'est le RDPC qui est l'adversaire et on va se mettre chacun à chercher à arracher le maximum de voix du vote contestataire. Ce qui est une forme de paradoxe parce qu'on n'est pas en train de chercher qui est le meilleur de l'opposition, on est en train de chercher à renverser le RDPC à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Plus de 20 partis politiques en lice pour les municipales seront en campagne jusqu'au 8 février 2020. Les élus locaux avaient vu leur mandat prorogé sur décision du chef de l'État en 2018 et 2019. Des transferts d'argent des expatriés d'Afrique subsaharienne vers leur pays d'origine. La diaspora reste un véritable pilier des économies africaines, des sommes considérables qui profitent à plus de 120 millions d'Africains. C'est notamment le cas au Sénégal, où certaines banques commencent d'ailleurs à lancer des offres axées sur l'épargne. Ange Bijou-Nomenyo. Le Sénégal peut compter sur sa diaspora. Plus de 2 milliards de dollars sont envoyés chaque année dans le pays selon la Banque mondiale. Cette manne financière, qui représente près de 10% du produit intérieur brut, est une véritable source de revenus pour les familles. Elle se traduit comme étant un bonus, un complément ou parfois un revenu essentiel à la vie des populations. C'est l'une des diasporas les plus actives dans ce domaine, après celle du Nigeria et du Kenya. C'est vrai que
particulier se rend compte de l'importance de cette diaspora. Il y a plusieurs opérations et services qui sont proposés à cette communauté qui vit à l'étranger. Et parmi les innovations les plus récentes sur le marché, on a surtout vu les diaspora bonds. L'argent de la diaspora n'intéresse pas que les familles sénégalaises. Dans le lot des abonnés se trouvent également les banques qui proposent des solutions d'épargne. L'idée consiste à faire gagner à la diaspora 6,25% d'intérêts défiscalisés par an au Sénégal. C'est des instruments en fait qui ont été émis auprès de la diaspora sénégalaise et africaine pour récolter leur épargne et venir les placer sur le marché financier. Je pense qu'à mon avis, c'est l'opération la plus innovante de l'année 2019. Le mode d'investissement employé par les banques peut servir d'exemple aux États africains. Ces derniers peuvent s'en inspirer pour stimuler l'épargne et financer des projets de construction. Une croissance de 7,5% en 2019, la Côte d'Ivoire, première puissance économique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, maintient son PIB, une dynamique positive, mais se pose cependant la question de l'inclusivité de cette forte croissance, les précisions et l'analyse de Philomentine. Avec 7,5% de taux du produit intérieur brut réel, la Côte d'Ivoire maintient une bonne performance en termes de croissance économique à fin 2019, selon le gouvernement. Une embellie attribuable aux nombreuses réformes mises en œuvre dans le plan national de développement 2016-2020, principalement dans les secteurs énergétiques, agricoles et des services. On a la demande des produits agricoles tels que le café et le cacao, la demande de produits pétroliers qui a tiré la croissance vers le haut. Beaucoup de grands chantiers ont été mis en place par le gouvernement. Beaucoup de facteurs aussi sont à prendre en compte puisque c'est une croissance qui doit profiter, on va dire, au plus grand nombre. Les Ivoiriens ne voient pas forcément les produits de cette croissance-là. Donc c'était un point faible de la part du gouvernement. Pour la 7e année consécutive, la croissance économique ivoirienne a dépassé 7%, estime la Banque mondiale. Pour faire converger ce taux de croissance autour de 7% durant les prochaines années ou l'améliorer, le gouvernement ivoirien doit nécessairement poursuivre ses efforts d'appui au secteur privé et de promotion d'une croissance plus inclusive. Mais il faut les défis de l'économie ivoirienne, il faut une transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Il faut transformer le secteur agricole, l'industrie. Il faut aussi travailler sur les tensions sociales. Les domaines de l'éducation et de la santé sont des points faibles qu'il faudra effectivement travailler. L'économie ivoirienne reste l'une des plus dynamiques de la planète, mais peu inclusive. Pour 2020, la Côte d'Ivoire doit notamment poursuivre les réformes pour l'amélioration du climat des affaires. À noter que le pays va entreprendre un autre programme national de développement 2021-2025. 50 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Cameroun ambitionne de mobiliser sur le marché de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Et cela se fera par le biais de l'émission de bons du Trésor assimilables d'une maturité de 26 semaines. 19 banques sont chargées de conduire l'opération, des établissements agréés par l'État camerounais et qui pourront donc agir sur le marché de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. 8 millions de personnes, soit 60% de la population du Zimbabwe, est confrontée à l'insécurité alimentaire. En plus des conditions climatiques, cette situation est due aussi à la crise économique aiguë. 200 millions de dollars sont nécessaires pour faire face à la catastrophe humanitaire annoncée. Depuis 10 ans, le risque de famine n'a jamais été aussi fort. Seulement, voilà, sur place, le gouvernement refuse de parler d'un quelconque risque de famine. Siamlo Victoria Sedji. Le Zimbabwe n'est pas menacé par la famine. C'est ce qu'a déclaré Mthuli Ncube, ministre en charge des Finances. Suite à une forte sécheresse, les autorités avaient prévu une chute importante de plus de 50% en 2019 et 2020 de la production de maïs et de blé. Après avoir déclaré en septembre 2019 l'état d'urgence, l'exécutif dit avoir entamé un processus d'importation de maïs. Nous sommes bien organisés, nous sommes prêts et nous apprécierons aussi le soutien de la communauté internationale. Si fin décembre 2019, l'exécutif a annoncé qu'il comptait injecter en 2020 133 millions de dollars américains dans la subvention du maïs,
principale denrée de base nationale. La direction pays du Programme alimentaire mondial dit ne pas le constater dans les faits. De son côté, l'ONU craint que la situation alimentaire ne se détériore davantage. C'est le problème des liquidités au sein de l'économie zimbabwéenne qui ne permet pas d'investir de manière pertinente sur la production agricole. Le gouvernement se veut rassurant, mais en même temps, le petit peuple, de ce que nous suivons des rapports des ONG et du petit peuple, la situation n'est pas aussi bonne que ça, surtout dans les zones rurales où les statistiques ne sont pas toujours capturées avec la plus grande exactitude. Le Programme alimentaire mondial a déclaré un besoin de 200 millions de dollars pour assister 4,1 millions de personnes durant le premier semestre 2020. Pour l'ONU, les réserves de maïs actuelles sont insuffisantes pour nourrir la moitié de la population. En pleine grève dans l'éducation nationale, le gouvernement malien indique avoir lancé une procédure visant le recrutement de plus de 15 000 enseignants volontaires. Les candidats ont jusqu'au 7 février 2020 pour soumettre leur dossier à un recrutement qui intervient donc une semaine après le début du mouvement de grève des enseignants qui exige du gouvernement le respect de l'engagement pris en janvier d'augmenter les salaires de 20%, une disposition qui prévoyait aussi une autre hausse des salaires de 9% en 2021. Tiken Jah Fakoly était en concert samedi 25 janvier au Mali au stade Omnisport Modibo Keïta, événement très attendu et marqué par les titres du dernier album de l'artiste ivoirien, 11e album avec comme nom, Le Monde est chaud, dans lequel Tiken Jah Fakoly, 25 ans de carrière, reste sur sa ligne, un reggae qui veut alerter les consciences. Reportage de notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. Tiken Jah Fakoly au stade Modibo Keïta de Bamako, cela faisait longtemps que ses fans ne l'avaient plus eu en concert. Après la sortie de son dernier album Le Monde est chaud le 17 mai 2019, Tiken Jah Fakoly a pendant plus de 2 heures émerveillé ses fans au stade Modibo Keïta de Bamako. Un album de 12 titres avec des thèmes comme les changements climatiques, la migration ou encore la bonne gouvernance. La planète nous parle tous les jours, mais elle ne peut pas s'exprimer comme un humain. Elle nous parle à travers les ouragans, elle nous parle à travers les inondations. Alors si on refuse de comprendre le message, je pense que la fin du monde dont on parle, c'est nous-mêmes qui allons la provoquer. Aujourd'hui, nous sommes dans des situations difficiles parce que nous sommes divisés dans nos pays, nous sommes divisés sur le continent et c'est pourquoi nous sommes faibles. Et le jour que l'Afrique sera ensemble, alors nous gagnerons tous les combats. Avec des titres comme We Love Africa, Le Monde est chaud, Dieu nous attend, l'artiste reggae n'a pas oublié d'ajouter des instruments de la musique traditionnelle africaine, le tout avec un engagement constant. Il y a toujours de l'inspiration. On sent que c'est quelqu'un qui vit les réalités du peuple africain, les réalités de l'endroit où il est. Et à partir de cela, il s'inspire de toute cette souffrance, de tous les combats des peuples. Et il en fait une chanson, de belles chansons. Depuis la sortie de l'album, Tiken Jah Fakoly a effectué 75 concerts à travers le monde, dont 3 à Abidjan. Prochaines étapes, le Burkina Faso avec des concerts à Bobo-Dioulasso le 14 mars et Ouagadougou le 15 mars. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.